Eh bien, maintenant, on a beaucoup parlé de la situation en France. Eh bien, maintenant, on va avoir un éclairage sur ce qui se passe dans les pays voisins ou même de l'autre côté de l'Atlantique. Je pense aux États-Unis, au Canada. Et pour nous parler de tout ça, eh bien, le docteur Jean-Jacques Zambrowski, que vous connaissez bien, puisque c'est un des plus fidèles de la journée d'économie de l'officine. Je parlais déjà presque un quart de siècle, je crois, Jean-Jacques, tu étais au premier, ou en tout cas dans les premiers... Avant même. Avant même. Avant même. Jean-Jacques Zambrowski, donc, qu'il a encore besoin de le présenter, il est spécialiste des questions d'économie et de politique de santé. Il enseigne à l'Université de Paris-Saclay et son expertise, son expérience internationale sur toutes ces questions va vraiment nous éclairer, parce que c'est vrai que c'est souvent intéressant de voir ce qui se passe ailleurs. Et donc, Jean-Jacques, on va t'écouter avec une grande attention. Merci beaucoup, merci d'organiser avec autant de fidélité ces journées, parce que on y apprend beaucoup de choses et on y côtoie beaucoup d'amis. On échange. Comment ? Et on échange beaucoup. On échange beaucoup. Juste un bref rappel pour dire à quel point, et sans qu'on s'en rende compte, pour nous qui vivons la pharmacie depuis quelques décennies ou ne serait-ce que quelques années, on a vu finalement la place du pharmacien dans le système de santé évoluer. Et nous qui sommes français et qui râlons toujours par définition, on ne mesure pas à quel point la situation en France est à ce point exemplaire. Juste un point tout à l'heure qui a été dit, sur lequel je voulais intervenir. Lorsque on fait appel à une société XY de logistique pour aller porter le médicament chez le pharmacien, il y a une rupture de la chaîne de responsabilité. Je prends un témoin, Francis Mégerlin, qui est un juriste éminent et que j'ai connu lorsqu'il était parisien. Attention, le pharmacien ou le préposé du pharmacien, le préparateur, est responsable jusqu'au moment où il remet le médicament au patient. Si on passe par l'intermédiaire d'un tiers non professionnel de santé, alors c'est le patient qui porte la responsabilité. Autrement dit, le logisticien en question, quelle que soit sa qualité, est un préposé du patient et ne peut pas être un préposé du pharmacien, parce que le service rendu par le pharmacien, c'est pas seulement la délivrance, la dispensation, mais le conseil et la responsabilité de ce qu'il y a dans le sachet et qui pourrait être altéré entre le domicile, entre l'officine. C'est la loi. C'est la loi et c'est l'assurance. Donc c'est complètement illégal. Alors cela dit, les nouvelles missions qui se sont accumulées ces récentes années en France, c'est bien sûr la vaccination, le dépistage, la téléconsultation, le télésoin maintenant avec le pharmacien et les bilans de médication et les entretiens pharmaceutiques qui prennent une place de plus en plus importante, même si elle reste pour l'instant marginale, dans la rémunération totale de l'officine, mais on voit que ça vient croissant, en même temps que le pharmacien a vu baisser sa marge commerciale, mais augmenter à parité, et ceux qui l'ont négocié sont encore présents dans cette salle, de manière à ce que le pharmacien soit davantage un professionnel pour sa qualification que un commerçant spécialisé, comme d'autres vendent des pelotes de laine ou des tranches de jambon. En Bretagne, a lieu une expérimentation qui est la prise en charge de certaines pathologies, comme la rhinite, les maux de gorge, les maux de tête, les maux de ventre, les diarrhées, les maux de dos, les conjonctivites, les infections urinaires, mais aussi le traitement des plaies simples. Et cette expérimentation montre bien vers quoi ceux qui essayent de mettre en place l'ensemble de l'offre de santé en France pensent, et elle ne demande qu'à se généraliser. En fait, le pharmacien est un acteur des soins de premier recours, par exemple la détection du streptocoque, ou bien sûr les tests du Covid, ou bien le dépistage du cancer colorectal auquel le pharmacien est associé, et puis des missions complémentaires facultatives auxquelles effectivement on répond en fonction du temps qu'on a disponible et des professionnels qu'on a pour le faire, l'éducation thérapeutique ou la dispensation sous protocole. En fait, la mission première du pharmacien en France, c'est de contribuer aux soins primaires, prévention, dépistage, diagnostic et traitement, suivi des patients, dispensation, bien sûr, c'est le cœur de métier, produits, dispositifs médicaux, conseil pharmaceutique. Vous savez que dans certains pays, le pharmacien est un logisticien pur, c'est-à-dire un commerçant spécialisé. Mais il n'y a pas cette dimension de conseil. C'est la raison pour laquelle il n'y a qu'une marge commerciale et pas d'honoraire. En France, s'il y a un honoraire, c'est parce que l'essentiel aujourd'hui, c'est la valeur ajoutée que chaque pharmacien ou préposé de pharmacien apporte lors de la remise au patient du médicament qui lui a été prescrit.
Donc la responsabilité devient partagée entre le prescripteur et finalement le dispensateur. L'orientation dans le système de santé et le système médico-social, et puis l'éducation à la santé, qui a l'air d'être un mot qui ne veut rien dire, mais dont vous savez à quel point elle est essentielle. Aujourd'hui, on découvre qu'il y a un nombre grandissant, par exemple, de gens en surcharge pondérale, voire en obésité. On propose des régimes miraculeux qui consistent à affamer les gens à longueur de publicité à la télévision. Le rôle du pharmacien, de l'enfance, de la toute petite enfance, jusqu'à l'âge 3e âge, 4e âge, est prépondérant en la matière. Alors, histoire quand même de fixer les idées, combien sont les professionnels français en Europe? Vous avez les pharmaciens dans les pays de l'Union européenne et vous voyez que nous sommes très bien placés puisque nous sommes parmi les premiers en nombre de diplômés. C'est pas le nombre d'officines, hein, c'est le nombre de diplômés de pharmacie qui ont suivi un cursus complet dont je rappelle aux plus récemment formés qu'il comporte dorénavant des années d'échange, notamment l'année hospitalière qui se situe vers la fin du cursus. Alors, l'Union des pharmaciens européennes, pour répondre directement à la question posée, qui siège à Bruxelles et qui représente les pharmaciens au niveau de l'Union européenne, dit, eh bien, il faut élargir les services pharmaceutiques pour inclure les bilans de médication et l'accompagnement de nouveaux médicaments. Ça fait un moment que les pharmaciens en France le font. Optimiser les résultats, améliorer l'observance, minimiser le risque inhérent à l'utilisation de ces nouveaux médicaments. Je pense que ça vous montre à quel point les voisins européens, je ne parle pas des Américains ou des Canadiens dont je dirai un mot dans un instant, nous sommes en avance en France. Assurer la continuité des soins pharmaceutiques tout au long du patient, c'est une évidence, et agir en faveur de la santé publique, c'est-à-dire l'éducation et le dépistage. Là encore, le pharmacien joue un rôle avec toute son équipe en faveur de cela. Au Royaume-Uni, qui fait plus partie de l'Europe, comme vous le savez dorénavant, il y a les missions classiques, c'est celles qui sont non surlignées. Le pharmacien fait ça depuis toujours. Et puis, administrer divers vaccins, par exemple la grippe en Grande-Bretagne, le dosage de la glycémie, du cholestérol, la prise de tension artérielle, ça a été évoqué à plusieurs reprises ce matin, et conseiller en matière de nutrition et d'arrêt du tabac, ça fait également un moment que le pharmacien en France a ses missions et s'en est emparé. Dans l'Union européenne, la Belgique, qui a su merveilleusement tirer parti de la location à Bruxelles des instances européennes. J'ai pris que quelques exemples, bien entendu. Je n'ai pas détaillé les missions classiques et auxquelles tous les pharmaciens français sont évidemment associés. L'Association des pharmaciens de Belgique met à disposition des informations de pharmacovigilance. Et le rôle du pharmacien en matière de pharmacovigilance, de détection, de prévention prudente, parce que si on suggère aux patients qui risquent d'avoir ceci ou cela, évidemment, on induit l'effet indésirable en question. Donc, être attentif par contre aux manifestations d'intolérance que peut avoir un patient et savoir comment réagir et comment agir en faveur du patient d'une part et du système de santé d'autre part, ça c'est tout à fait intéressant. Il y a un service web qui est intégré dans les logiciels de dispensation et qui va alerter les pharmaciens si un médicament fait l'objet d'une surveillance particulière. Les fabricants de logiciels spécialisés en France s'inspirent de ce dispositif. De même, le système indique les informations et le matériel pédagogique qui existent dans le cadre du plan de gestion des risques. Cette disposition existe en France. Au Danemark, autre pays souvent cité en exemple, il y a un système d'aide à l'observance et on insiste là-dessus parce que ça permet aux patients, notamment les patients qui ont des pathologies chroniques, et on sait que par exemple les patients qui ont un diabète en France, 1 sur 2 ne rachètent pas les médicaments au bout de 2 ans. Donc, à l'évidence, le traitement sera inefficace s'il n'est pas pris. En principe, les traitements du diabète ne guérissent pas du diabète, mais permettent de normaliser simplement la situation glycémique du patient. Le service propose une consultation entre le pharmacien et le patient qui prend un médicament pour une maladie chronique depuis plus de 12 mois et qui a des problèmes d'observance, et on le sait, à son taux de rachat du médicament en question. Le but est d'améliorer, bien sûr, l'observance thérapeutique avec des conseils d'utilisation sûrs et efficaces, etc., en conseillant des mesures pour un mode de vie plus sain. Et à long terme, le service patient augmente l'efficacité, bien sûr, du traitement. En Espagne,
autres pays européens, il y a un centre de services pharmaceutiques qui s'appelle Nœud Pharmaceutique, qui a été créé et qui ouvre l'interopérabilité. Il a été question ce matin à plusieurs reprises du pharmacien comme un acteur de santé parmi l'ensemble des acteurs, le monde de la ville et le monde de l'hôpital, le monde des pharmaciens, le monde des médecins, des infirmières, des biologistes, des nutritionnistes, des radiologues, de tous ceux qui concourent à la santé. Tout c'est un seul service offert au patient en fonction de son besoin particulier et du moment. Et l'idée est d'intégrer les pharmaciens, plus que ça n'était le cas auparavant, d'une manière surréflexible, avec un potentiel de développement dans le futur, mais vous voyez qu'ils n'en sont qu'au balbutiement. Au Portugal, autre pays européen où beaucoup de Français du troisième âge vont prendre leur retraite parce que la vie est plus douce et moins chère qu'ici en France. Les pharmaciens peuvent administrer la vaccination contre la grippe, rien d'extraordinaire, et les pharmaciens, pour répondre à ce service particulier, doivent répondre à des exigences, formation obligatoire sur la vaccination. En France, tout le monde n'a pas eu la formation, recertification tous les 5 ans, preuve de la poursuite de l'activité, c'est-à-dire montrer qu'on a fait un certain nombre de vaccinations, et certification en réanimation d'urgence de base. Ça n'est pas encore tout à fait imposé chez nous. Et puis les pharmaciens doivent disposer d'un local approprié pour pouvoir vacciner, et tout le matériel pour gérer de manière adéquate tout événement d'intolérance, donc de manière anaphylactique. Par exemple, le pharmacien est autorisé dans ce cas, et s'il y a un état de choc évident après la vaccination, à administrer de l'adrénaline, ce qu'en France, il n'a pas droit de faire. Aux États-Unis, qui sont souvent cités comme un exemple de ce qui se faisait jadis, en tant que professionnels de santé communautaire, très accessibles évidemment, les pharmaciens sont souvent en première ligne et les tâches et les responsabilités, c'est les mêmes qu'en France. Mais vous voyez, j'ai surligné en rouge le fait que le pharmacien américain peut, depuis longtemps, administrer les vaccins. Pas juste la grippe, pas juste le Covid. Au Canada, qui est le seul pays qui soit un peu en avance par rapport à ce que nous connaissons en Europe, le pharmacien fait partie intégrante d'ores et déjà de l'équipe de professionnels de santé dont l'action repose sur 3 axes: la prévention, l'amélioration et la protection de l'état de santé de la population, vécue au sens large, comprise au sens large, et la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Vous savez qu'il y a d'immenses étendues quasi désertiques où il n'y a pas un médecin, mais pas un igloo non plus, sur des milliers de kilomètres carrés. Eh bien, c'est important, mais la réduction des inégalités sociales est un problème qui peut inspirer ceux qui, parmi vous, s'occupent de politique ou de représentation syndicale. Au Québec, qui est l'État francophone le plus proche de nous quand même, il n'y a pas de misère. Le pharmacien peut prescrire des analyses de laboratoire pour surveiller l'efficacité et la sécurité des médicaments, peut ajuster l'ordonnance du médecin pour s'assurer, par exemple, que le dosage est adéquat, donc peut modifier en informant le médecin par moyen électronique, et peut procéder évidemment à l'ensemble des vaccinations. Pour certains problèmes de santé simples, comme les allergies saisonnières, comme l'eczéma, le pharmacien peut prescrire des médicaments, et vous savez que cette possibilité va être introduite chez nous. Donc finalement, pour conclure ce panorama, cette balade autour du monde un peu rapide, il faut bien comprendre une chose. Les missions du pharmacien tendent à évoluer et même à se révolutionner totalement. Entre le pharmacien qui était installé en bas du cabinet paternel et que j'ai connu quand j'étais gamin, et ce que font les pharmaciens d'aujourd'hui, vous tous, il y a une différence colossalissime et de formation, et de mission, et de mode de rémunération. Deuxièmement, tendent à évoluer évidemment de la dispensation des médicaments et de la vente de l'OTC. Les médicaments, le pharmacien préparait encore beaucoup, avait un rôle de technicien des poudres et des simples, des poisons et des simples. Aujourd'hui, les médicaments, ils sont largement préparés à l'avance, et même ceux qui font des dispensations de médicaments qui sont des prescriptions faites par un médecin, sous-traitent en général la fabrication de ces spécialités à des gens qui sont équipés pour le faire et offrent toutes les garanties de fiabilité et de sérieux. Deuxièmement, le Canada, qui, à l'évidence, a été un précurseur. La France est aujourd'hui à la pointe en s'agissant du rôle confié aux pharmaciens de tous les États européens, y compris la Grande-Bretagne, qui n'est plus vraiment en Europe. Troisièmement, et je rejoins ce que disaient les représentants syndicaux et de groupements tout à l'heure, bien sûr qu'il faudrait que la formation initiale et continue tienne compte de l'ensemble de ces missions, plus encore qu'elles ne le font aujourd'hui.
le pharmacien devient effectivement, comme le disait un grossiste répartiteur, pour reprendre l'autorisation de tout à l'heure d'utiliser les slogans, un espace de santé de proximité irremplaçable, d'autant que la difficulté à trouver un généraliste accessible aux heures où le pharmacien est ouverte, et même aux heures où le cabinet médical est en principe accessible, est considérable. Doctolib n'y peut rien. Donc la formation initiale et continue devrait en tenir compte et élargir ce qu'on apprend aux pharmaciens. Je ne sais pas si tout ce qui est dans les programmes d'études de pharmacie est indispensable, mais je sais qu'en matière de soins de santé au quotidien de proximité, il y a encore des progrès à faire et que les premières années d'un assistant, d'un adjoint dans une pharmacie vont lui servir à apprendre ces pathologies du quotidien que la fac a oublié de lui apprendre. Je pense aussi que le mode de rémunération au global devra en tenir compte aussi. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques. D'abord, félicitations parce que tu as tenu les délais que je t'avais fixés, donc bravo. Merci. C'est exceptionnel, hein, c'est la première fois. C'est ce que j'osais pas dire. Quand je t'ai présenté, j'ai oublié effectivement de dire que tu étais le président de la Société de santé digitale et tu n'y as pas fait allusion dans ta présentation. Est-ce que la santé digitale intervient dans les nouvelles missions dans les pays que tu as étudiés ? Oui, ça a été dit il y a un instant. D'ailleurs, l'ensemble de ce que vont permettre les moyens informatiques. Alors, ça commence déjà par l'ordonnance dématérialisée et sécurisée, puisque le nombre de fausses ordonnances est considérable dans les pharmacies. Évidemment, le pharmacien n'a pour l'instant que peu de moyens de détecter si ce qu'on lui apporte est une vraie ordonnance ou une magnifique falsification, et il délivre finalement ce qui lui est demandé. Le dossier pharmaceutique que les pharmaciens ont mis en place est un premier moyen de s'apercevoir que telle ordonnance a déjà été dispensée à peu de choses près par un confrère situé dans la rue d'à côté ou dans la ville d'à côté. La numérisation, dès la prescription, va être autorisée. L'espace numérique en santé est évidemment, l'ENS, mis en place par les pouvoirs publics, va aussi être un moyen. De même que l'accès, enfin, du pharmacien aux éléments qui peuvent gouverner sa pratique dans le dossier médical du patient, auquel il pourra avoir accès, est un moyen de savoir s'il y a cohérence ou non-cohérence. Vous savez, je n'ai pas besoin de dire ici que certains médicaments, quand on va voir l'ophtalmo, on lui parle de ses yeux, quand on va voir l'urologue, on lui parle de sa prostate. Et on oublie évidemment de parler de sa prostate à son ophtalmo et de parler de ses yeux à son prostatologue. Et bien pourtant, tout le monde sait, tous les pharmaciens en tout cas savent que certains médicaments qui ont une indication dans l'une des cibles sont formellement contre-indiqués dans l'autre. Mais qui peut le savoir si ce n'est le pharmacien, à condition qu'il ait accès au dossier ? Et que à défaut de ce que le malade peut penser dire, le pharmacien doit pouvoir avoir accès à ces informations. Et puis, on pourrait aller sur la recherche pharmaceutique et les essais cliniques in silico qui accélèrent la mise sur le marché des médicaments. Enfin, aujourd'hui, le numérique et le digital jouent un rôle considérable, comme les outils qui ont été évoqués, sur lesquels je n'ai pas besoin de revenir. Le pharmacien de demain sera un acteur de santé de proximité et connecté. C'est ce qu'on va d'ailleurs vérifier tout à l'heure, enfin dans un instant même avec l'intervention de Stéphane Bancel. Hein, Didier ? Oui, merci Jean-Jacques. Juste un point sur les outils numériques. À en croire les résultats de notre enquête Call Medical, les pharmaciens estiment qu'il y a encore du travail à faire. Ils n'ont pas beaucoup confiance dans ces outils en termes d'adaptation aux nouvelles missions. Oui, c'est ce qui ressort de... Je n'ai pas le chiffre devant moi, je suis désolé. Mais c'est vrai de tous les outils. Je veux dire que avant que nous ayons confiance dans le fait qu'un téléphone portable avait la même fiabilité, ben certains étaient réticents et c'était mal pratique et encombrant. Tout va, plus il y a d'appétit, plus il y a de gens qui cherchent, qui trouvent, ne serait-ce que parce qu'ils vont gagner leur vie en proposant des solutions, plus il y a des sociétés comme la nôtre qui sommes les interlocuteurs de l'assurance maladie, des ministères concernés, etc., plus on mettra des normes d'homologation, de certification. De temps en temps, un peu de précaution ne prend pas de mal, mais il est certain que on est au début. Mais il faut savoir accompagner les évolutions, surtout quand elles sont des révolutions, plutôt que de dire « sauf pas moi, pas moi, pas moi ». Parce que ça arrivera, que ça nous débordera, et que ceux qui n'y seront pas, c'est comme le fait d'être groupé pour mieux acheter ou mieux vendre, eh ben, se laisseront déborder. Tout à l'heure, on voyait dans les experts comptables le nombre de pharmaciens qui disparaissent.
ces pharmacies-là, qui n'ont pas voulu, pas pu, pas su, je dis dans certains cas pas pu, elles vont mourir. Elles vont mourir. Sur cette note optimiste, Jean-Jacques, je te remercie. On va... Allez, une dernière intervention. Gilles. Oui, d'abord, merci de montrer que la France n'est plus en retard sur les nouvelles missions, et ça montre bien que le travail qui a été fait a été efficace. Ce que n'avaient pas les pharmaciens, c'était le partage de l'information avec les autres professionnels de santé. La nouvelle matrice du DMP va permettre à tous les pharmaciens d'avoir accès à toute l'information, la biologie, le diagnostic, etc., la sortie hospitalière. Et donc, cette masse d'informations va être utile pour le pharmacien. Le tout, c'est que les éditeurs de logiciels permettent de faciliter le travail et cette partie métier. Les logiciels de pharmaciens ont été très efficaces sur la gestion du tiers payant, très efficaces sur la gestion des achats, etc. Mais en manque, hop, je suis complètement à l'envers, tac, en manque sur la partie métier. Et le Ségur du numérique doit faire une accélération, mais je trouve que le rythme d'accélération des éditeurs de logiciels n'est pas au niveau de la rapidité avec laquelle le métier est en train d'évoluer. Il ne faut pas que l'informatique devienne un handicap à l'évolution de notre métier. Donc, d'où le sentiment des pharmaciens peut-être d'être un petit peu en retard. Merci Gilles, merci à tous nos intervenants. Nous l'avons vu ce matin, la question de la viabilité, de la rentabilité des nouvelles missions, c'est une équation à plusieurs paramètres. On a vu aussi qu'il était beaucoup question de communication, de mutualisation, de gestion du temps. Toutes ces questions restent ouvertes et à traiter. Mais c'est bien la vocation d'une table ronde que d'ouvrir le débat.